Eh ben, merci beaucoup pour cette invitation. Merci de m'inviter à ce moment-là aussi, qui est le début de cette prise de poste à Paris 8. Et je suis évidemment très content d'intervenir là aux côtés de Marcello. On va évidemment se faire écho. Et moi, je vais parler effectivement de la fabrique en commun et les protocoles ouverts qui vont faire référence aussi à ces modèles que Marcello voulait que l'on reconstruise. Euh, alors, je vais commencer, avant de rentrer dans mon sujet, je voudrais commencer par une petite anecdote. Et si vous êtes fan de Marc Jaja, vous avez sans doute vu passer cette polémique qui s'est tenue sur Twitter à la fin du mois de mai dernier. Alors, petit retour en arrière, Marc Jaja annonce qu'il travaille à la fiche Wikipédia d'Emmanuel Souchier. On est en mars 2022. Et puis, le 21 mai, Marc a probablement bien travaillé sa notice et il se met à l'édition sur Wikipédia. Et parmi sa trentaine de tweets quotidiens, il va commenter très positivement l'éditeur de texte de Wikipédia, en train de rédiger ma première fiche, cette admirable de simplicité, d'efficacité, d'ergonomie, d'intelligence, d'équilibre entre visibilité de données, écriture, mais quel bonheur, écrivez sur Wikipédia. On sent d'ailleurs qu'il a bien entendu le message de Marcello, cet équilibre entre code et visibilité de données. Tout est là. Et évidemment, quand je lis, moi, ce tweet, je me dis plusieurs choses. Chouette, une notice de Marc Jaja, ça va être une super notice, connaissant sa plume. Et par ailleurs, s'il en apprécie l'outil de rédaction et d'édition, c'est manifestement qu'il est capable de le maîtriser. Et dans le même temps, je me dis, tiens, c'est la première fois qu'il écrit dans Wikipédia. Et effectivement, à ce moment-là, où il annonce son écriture de cette notice, Marc va recevoir les premiers avertissements et on va lui parler de mauvais coucheurs, de ténacité. On va lui faire remarquer qu'il faudrait peut-être ajouter des sources secondaires. Et en fait, assez rapidement, les premiers bandeaux Wikipédia d'avertissements vont apparaître sur sa page, sur sa notice. Il faut savoir que toute nouvelle notice sur Wikipédia va envoyer plein d'alertes aux administrateurs engagés dans la maintenance de l'encyclopédie. Et en fait, la notice de Marc est immédiatement prise en charge, manque de peau, par un Wikipédien qui semble décidé à faire du zèle, puisque ce dernier en fait voit d'un très mauvais œil l'idée d'une notice complète, pondue manifestement par un seul individu, qui plus est un universitaire, et qui plus est appartenant au même réseau social que le personnage de la notice. Alors pour lui et pour les règles de Wikipédia, ça commence à faire beaucoup de lumière rouge qui s'allume d'un coup. Alors Wikipédia ne va pas lâcher le morceau, malgré la discussion qui va s'engager sur la page de discussion de la notice. Et les échanges sur Twitter et sur la page de discussion vont s'intensifier, un peu s'enflammer, menant évidemment à des analyses amusantes sur la mise en abîme des théories de Souchier, dont fait l'objet la notice, et l'incident lui-même, puisqu'on se rend compte qu'effectivement, les structures et les protocoles d'écriture et de production de connaissances ne sont pas neutres. Alors finalement, Marc ne va pas avoir la ténacité nécessaire, il va abandonner, et si la notice existe encore, c'est parce que la communauté s'est emparée du problème, a su défendre la notice, et pour la petite histoire, sachez que l'administrateur, trop zélé, a été sanctionné par la communauté Wikipédia. Alors c'est une polémique malheureuse, je pense que Marc en garde encore des séquelles, mais ça illustre bien ce qui va être mon propos aujourd'hui. Donc je referme la parenthèse et puis on pourra y revenir un peu plus tard. Alors mon propos aujourd'hui, je vais parler de déprise et de littératie numérique. On va se rejoindre là avec Marcello et j'avance que les phénomènes de désinformation sont directement liés à une certaine déprise de notre écosystème numérique, c'est-à-dire l'écosystème de production et de circulation des connaissances et de l'information. Et là, par déprise, j'entends une perte de maîtrise. Et cette déprise est effectivement le résultat d'un manque de littératie. Alors, je vais retomber sur mes pattes avec l'incident de Wikipédia. On va faire ça en développant. C'est peut-être le seul moment où on va parler aussi de désinformation. C'est notre histoire. Alors, littératie numérique, penchons-nous un peu sur ce qu'on entend par littératie. La notion fait l'objet de plusieurs définitions différentes. Il y a effectivement les Canadiens qui ont travaillé sur cette notion avec le Centre canadien d'éducation aux médias et de littératie numérique, et ils proposent la définition suivante. La littératie numérique n'est pas une catégorie technique qui décrit un niveau fonctionnel minimal de compétences techno, mais plutôt une vaste capacité de participer à une société qui utilise la technologie des communications numériques dans les milieux de travail, au gouvernement, en éducation, dans les domaines culturels, dans les espaces civiques, dans les foyers et dans les loisirs.
Alors, on voit bien que dans cette définition que la question de la littératie, elle est sociétale, elle n'est pas technique. Il s'agit de participer pleinement à la société, c'est une question de citoyenneté, et on peut aussi noter là que le numérique se résume ici aux technologies des communications numériques. La grande question, c'est lesquelles, et effectivement, l'anecdote de Marcello sur les iPads à l'école nous pose question par rapport à cette compréhension de la littératie numérique. Alors, dans un article de décryptage de la notion, Janine Gerbeau, elle remarque que le terme ne s'est pas imposé par hasard. Et là où on aurait pu utiliser les termes de compétences, de savoir-faire ou encore de culture, les institutions ont préféré ce terme de littératie numérique en faisant référence à la connotation fonctionnelle du terme littératie, comprise alors comme la possession des connaissances en compétences en lecture et écriture permettant à un personnage de s'engager efficacement dans une variété de contextes et d'activités. Une condition qui doit être remplie pour permettre à une participation totale et efficace sur les plans social et économique. Alors, on retrouve bien ici la question sociétale, la problématique économique, sociale, citoyenneté, mais on retrouve aussi effectivement cette idée d'efficacité qui évidemment renvoie au vocabulaire que Marcello a présenté initialement. On va aussi retrouver quand même cette référence à l'écriture et à la lecture. Alors ici, la littératie travaille vraiment sur un angle presque sociologique, voire éducationnel, et on peut le penser aussi à l'aune de l'écriture numérique, ce qui va nous permettre d'adopter un angle plus anthropologique, plus médiatique, et ce qui me semble en fait plus opérant pour comprendre ce qui est véritablement à l'œuvre. Alors cette notion d'écriture numérique, on peut la comprendre au sens large, on va l'utiliser plutôt au pluriel, comme on va le voir. Alors, Victor Petit et Serge Bouchardon ont travaillé la notion d'écriture numérique en mettant en évidence les 3 niveaux de l'écriture numérique. Ce qu'écrit la machine, ce qu'écrit le programmeur et ce qu'écrit l'utilisateur de la machine. Ils écrivent « lire un document numérique quelconque », c'est lire ces 3 niveaux, quoique seul le dernier soit visible. Et à nouveau, ici, cette question de visibilité et d'invisibilité devrait nous mettre la puce à l'oreille sur cette idée de la littératie. On revient évidemment à la question de la transparence, de l'opacité dont parlait Marcello. Alors, ils vont distinguer 3 phénomènes concomitants. L'implémentation, c'est l'écriture par la machine, c'est le niveau électronique et binaire, c'est le seul qui va matériellement s'incarner, d'après. Et ensuite, le phénomène de manifestation, c'est l'écriture pour les machines, et là, c'est le niveau logiciel, fonctionnel. Il s'agit du code informatique qui comprend les différentes couches logicielles de la machine jusqu'au format. Et puis, il y a le phénomène d'interaction, c'est l'écriture avec les machines, et là, c'est le niveau visible des interfaces, celui de l'utilisateur-scripteur qui agit dans l'interface numérique. Et notre déprise de l'écosystème numérique, notre perte de maîtrise, provient justement de la méconnaissance de la véritable nature de l'écriture numérique qui se joue dans ces couches non visibles, davantage que dans ces représentations, c'est-à-dire que dans ces interfaces, on pourrait même dire, pourquoi pas, dans les designs qui les accompagnent. Et effectivement, Petit et Bouchardon vont réfléchir eux aussi et définir à ce terme de littératie en disant la littératie, au-delà de l'alphabétisme, signifie la capacité de mobiliser l'écriture ou celle de comprendre et utiliser l'information écrite. Dans un monde idéal, on ne devrait pas utiliser Google sans comprendre Google. Il faudrait peut-être pour cela commencer à manier les propres outils de Google, notamment les outils Ngram, Google Correlate, etc., pour introduire à la logique de leur écriture. Alors de son côté, Marcello, lui, il va jeter un regard plus philosophique, plus anthropologique, voire post-anthropologique sur l'écriture numérique dans cet article « Qu'est-ce que l'écriture numérique ?» de 2020, je pense qu'il a commencé à être écrit en 2018. Et dans cet article, il va explorer la notion d'écriture dans un premier temps en confrontant plusieurs auteurs et autrices importantes sur la notion d'écriture. Alors c'est un article plein de promesses, c'est une grande exploration. On a beau chercher, on ne va pas trouver de définition de l'écriture numérique, on va plutôt trouver cette longue exploration sur la notion d'écriture, de son rapport à l'humain, de son rapport à l'inhumain, et il va mobiliser en fait la notion d'éditorialisation, qui a été ce support conceptuel extrêmement inspirant pour, je pense, renouveler la pensée de l'écriture dans l'écosystème numérique. Peut-être la seule phrase qui va nous parler d'écriture numérique ici, c'est « l'espace est numérique, cet espace est un texte, une écriture organisée ». Alors cette écriture organisée, elle m'intéresse
Et je passe maintenant à ce que Louise Merzeau a appelé les actions dispositives. Lors de cette conférence ENMI 2012 à Paris, Louise Merzeau va participer et observer un dispositif d'éditorialisation qui a été mis en place en marge de cette conférence. Dans son analyse de ce dispositif, elle avance ce terme effectivement d'action dispositive pour décrire ce qu'elle va appeler des processus d'échange, de partage de contributions qui ont lieu dans et par ce dispositif. Elle qualifie ce dispositif qu'elle va qualifier de tissu médiatique, induisant la logique processuelle de tressage et de butinage. Pour ceux qui ont pu suivre le séminaire écriture numérique et éditorialisation, on va retrouver ici tout cet appareil conceptuel qui a été mobilisé dans ce séminaire. Alors plus tard, toujours dans cette approche dispositive de nos actions dans l'espace numérique, Louise Merzeau va parler de milieu pour désigner cet espace qui est, d'après elle, certes un milieu technique, mais aussi un milieu associé au sens où il se modifie à mesure que nous l'habitons. Mais ce milieu est essentiellement un milieu écrit, c'est un milieu écrit de code, de protocole, de dispositifs logiciels, et donc ces actions de tressage, de butinage, de mouvement sont essentiellement des écritures, et j'ai donc proposé, moi, de requalifier ces actions dispositives en écriture dispositive en introduisant l'idée d'une écriture qui dispose et qui organise. Alors la notion d'écriture, là, me semble centrale, car dans ce milieu essentiellement écrit, l'écriture devient performative, j'écrivais ça dans ma thèse, car elle agit autant sur le plan scriptural que sur un plan spatial en participant de l'agencement de l'espace numérique. L'écriture dispositive opère donc autant dans un environnement que sur cet environnement. Et de fait, en tant que milieu écrit de code, de protocole, de dispositif, le numérique va propager de manière récursive ses propriétés dans les écritures qu'il supporte et qu'il génère. Par exemple, ces fameux principes d'ouverture et de transparence, qui sont les deux propriétés essentielles inscrites au cœur du protocole TCP/IP de l'Internet, ces deux principes se sont propagés aux infrastructures logicielles et aux contenus que les réseaux soutiennent. Alors, un cas emblématique de cette propagation, c'est le protocole HTTP et le langage HTML, dont l'adoption massive n'a été permise que par la libération de ces sources. Il existait des protocoles concurrents, mais c'est la libération des sources HTTP et HTML qui a permis son adoption. Et de même, on retrouve cette récursion, cette propagation avec les licences copyleft, qui sont véritablement des écritures juridiques. Ces licences copyleft, initialement conçues et utilisées pour le partage et la diffusion de logiciels, et elles ont été plus tard adaptées dans les Creative Commons, nouvelle écriture juridique, qui sont cette fois-ci des licences copyleft dédiées au partage et à la diffusion des contenus culturels. Donc en fait, on voit bien que chacun de ces niveaux, que ce soit le protocole, niveau logiciel, niveau culturel, niveau juridique, chacun de ces niveaux va supporter le niveau suivant, et les valeurs des niveaux inférieurs se transmettent effectivement au niveau supérieur. Alors à partir de ce contexte, comment faire le lien avec l'incident de Wikipédia? Ce qui va nous relier, être sociaux, être pensants à ce milieu, ce sont nos écritures, ce sont nos actions dans le milieu et sur le milieu, et ce sont évidemment nos modalités d'organisation de ces écritures. C'est là que tout se joue entre nous et les écritures machiniques. Alors on peut appeler ces modalités des règles, des protocoles éditoriaux, des protocoles sociaux bien sûr, et ce sont dans ces protocoles que se construisent la légitimité d'une information, la crédibilité d'une affirmation, la vérité partagée d'une connaissance, etc. Ce sont eux qui garantissent une certaine légitimité, crédibilité et vérité. Et la science, telle qu'on la pratique, est un régime de vérité particulier. Il y en a d'autres. La science, elle, s'est employée à construire des protocoles rigoureux pour produire des connaissances dites scientifiques. Alors évidemment, je simplifie, j'y vais à gros traits. Et on sait que cette scientificité dans les sciences physiques et mathématiques va reposer plutôt sur paradigme d'objectivité. C'est l'objectivité de la formule mathématique, du modèle physique, ce qui est mesurable, ce qui est quantifiable. Et en sciences humaines et sociales, les phénomènes sont beaucoup moins évidents à modéliser et à mesurer. Et donc les connaissances produites, elles, vont relever nécessairement d'une certaine subjectivité. Et donc la scientificité en sciences humaines va alors s'appuyer principalement sur quoi? Sur les protocoles éditoriaux de production de l'écrit. C'est-à-dire ceux qui nous incitent à produire du discours sur d'autres discours, ceux qui nous imposent des manières de citer nos sources, ceux qui nous imposent de lire et d'évaluer nos pairs d'une certaine manière, réputée plus rigoureuse, réputée plus neutre, plus objective,
Et voilà, donc voilà, la science telle qu'elle se pratique. Or, justement, le milieu numérique introduit des pratiques d'écriture numérique qui, évidemment, sont venues depuis 30, 40 ans, sont venues bousculer tout ça, et qui questionnent évidemment aujourd'hui la validité du régime scientifique tel qu'il nous a été légué. À nouveau, on parle ici d'une alternative à une vérité unique, ou plutôt un modèle de vérité unique. Si l'on change les modes de production de l'écrit, il n'est plus nécessairement pertinent de demeurer dans le même paradigme de scientificité, question qu'on peut légitimement poser. Et je crois que c'est exactement le projet sous-jacent à Wikipédia, c'est de proposer un autre régime de production de savoir à travers des nouveaux protocoles d'écriture. Alors l'incident Wikipédia, dont j'ai parlé au début, matérialise, à mon avis, la confrontation entre un régime de production de savoir traditionnel et académique avec un régime de production de savoir, disons, numérique pour aller vite. Et quand bien même, d'ailleurs, notre auteur, Marc Jaja, auteur de la notice, est lui-même un fin analyste de la culture numérique et un fin analyste de ses manifestations écrites. Il suffit de lire ses écrits. En d'autres mots, Marc, qui rédige un blog depuis une bonne dizaine d'années, qui tweet frénétiquement, qui a développé une communauté Instagram, qui tient une chaîne YouTube, etc., qui semble donc complètement intégré dans l'écosystème numérique, et bien pourtant, sa propre littératie numérique semble s'être heurtée à celle de Wikipédia. Alors, pendant ma thèse, au sein de l'équipe de Marcello, à la chaire de recherche sur l'écriture numérique, j'ai pu expérimenter ce que je pensais être initialement des dispositifs et qui se sont révélés surtout des protocoles. En réfléchissant à des nouvelles modalités de production et de circulation des connaissances, autrement dit, des nouvelles organisations de l'écriture, j'ai pu mener plusieurs expérimentations, notamment ce dossier « Écrire les communs », réalisé avec Sylvia Fredrickson et publié dans la revue scientifique Sciences publiques, et qui a été l'occasion d'expérimenter un protocole éditorial relativement disruptif pour une édition scientifique traditionnelle. Il s'agissait d'opérer une double, voire une triple ouverture par rapport au protocole classique des revues scientifiques. C'était d'abord une ouverture à de nouveaux acteurs, donc un élargissement du cercle avec cette idée de déhiérarchiser les savoirs et en considérant que les praticiens des communs avaient toute légitimité, voire plus de légitimité, pour écrire et analyser leurs pratiques d'écriture des communs. Deuxième ouverture, celle du processus éditorial, avec l'idée de rendre parfaitement transparent l'ensemble d'un processus traditionnellement opaque, fermé et ne fonctionnant que dans une négociation omniprésente avec ses propres règles, mais une négociation cachée. Alors pourquoi, si c'est une négociation permanente du protocole éditorial, pourquoi ne pas l'ouvrir et pourquoi ne pas considérer qu'elle relève également de la discussion scientifique? Et pour aller aussi loin que possible, spécifiquement à ce dossier, c'est-à-dire pour aller dans le sens des communs sur lesquels nous écrivions, la troisième ouverture a consisté à partager la gouvernance du dossier avec tous les acteurs intéressés, notamment les auteurs et les autrices des articles. Alors on pourrait conceptualiser ce dossier comme une grande conversation qui s'est tenue dans différents espaces, sous différents régimes, mais dont nous avions conçu les protocoles d'écriture, conçus de manière collégiale, en cherchant à nous acclimater au milieu numérique, en cherchant à y prendre part. Alors plus récemment, on a expérimenté avec Servan Manjour un autre protocole d'écriture, un peu plus étrange. Il s'agissait ici de s'emparer de l'espace de documentation que sont les commits Git, comme un espace conversationnel parallèle à la rédaction d'un article scientifique. Je ne vais pas développer sur ce que c'est que Git, je pense qu'un certain nombre d'entre vous voient à peu près ce que c'est. Le principe, c'est que chaque avancée dans notre article était l'occasion d'expliciter dans un autre registre, le registre du commit, d'expliciter l'idée que l'on venait de rédiger dans l'article. C'était aussi l'occasion d'ouvrir de nouvelles questions, de proposer des nouvelles pistes et finalement de libérer la pensée contrainte par la forme éditoriale de l'article scientifique. Donc ça a été vraiment notre espace de jeu, notre bac à sable à côté de l'article, mais concomitant à l'article. Et là encore, on a mis en place un protocole spécifique qui avait été discuté et appliqué, protocole d'ailleurs avec lesquels nous n'avons pas cessé de négocier, on l'a en permanence adapté. À nouveau, il n'y a pas, dans cette expérience, il n'y a pas un protocole à généraliser pour révolutionner le régime scientifique, par exemple. D'ailleurs, l'article final allait prendre la poussière dans une revue chez Classique Garnier, autant dire qu'il n'est même pas numérisé. On n'est pas très fiers de ça, mais
on sait qu'on a quelque part sur GitLab la version numérique accompagnée de sa conversation. Mais l'idée qu'on poursuivait avec cette expérience, c'était que la littératie numérique pourrait se loger dans la capacité de reprendre la maîtrise de nos écritures dispositives en devenant acteur des protocoles éditoriaux. On retrouve ici l'idée de redevenir acteur des modèles d'écriture dont parlait Marcello. C'est-à-dire vraiment dans la capacité à inventer des nouveaux protocoles d'écriture collective, dans la capacité à inventer des modalités de conversation susceptibles de produire des connaissances et susceptibles de penser autrement que ce qui nous est donné à penser. En particulier de penser à plusieurs, avec cette idée que l'enjeu n'est pas celui de l'écrit, n'est pas celui de ce qui est écrit, l'enjeu, c'est celui du collectif, ce collectif qui advient avec le processus d'écriture. Donc à nouveau, ce paradigme, qui je pense est très lié à cet espace numérique, le paradigme nous permet de déplacer le véritable enjeu de l'écriture vers le collectif. Alors l'incident de Wikipédia, je termine avec ce slide avec montrer l'omniprésence de Marc Jaja sur les réseaux et donc sa propre littératie à lui. Mais l'incident de Wikipédia vient clairement d'un excès de zèle et de la dérive autoritaire d'un individu. C'est très clair. C'est ainsi d'ailleurs que l'incident a été résolu. Mais au-delà du problème des sources secondaires sur lesquelles s'était focalisé le Wikipédien, ce qui a sans doute braqué ce zélateur, comme le dénonçait Marc, ce qu'il a braqué provenait certainement de la démarche de Marc Jaja, c'est-à-dire une rédaction solitaire, une rédaction érudite, et qui, tout en tentant de respecter le registre de l'encyclopédie en ligne, en tentant de jouer le jeu, n'a pas saisi l'opportunité de l'écriture collective, alors non pas par orgueil, on connaît Marc, mais plus certainement par une certaine conception de l'ouvrage écrit, ou même de l'expression. Voilà. Alors pour revenir à des informations, pour terminer, je pense que ce qui rend Wikipédia aujourd'hui relativement robuste face à la désinformation, c'est justement le collectif dont je parlais. C'est cette force distribuée de l'attention, du soin, de la rigueur de la source, rigueur du registre, rigueur des principes de neutralité de Wikipédia, etc. Mais cette force distribuée qui permet, malgré ses défauts, à l'encyclopédie d'être a priori plus fiable que bien des sources médiatiques. Et je vous remercie.